va commencer tranquillement. Merci à tous d'être là. Donc pour un atelier consacré donc aux normes d'authentification email, avec un regard qu'on va vous proposer sur une expérimentation qu'on a menée donc sur le point BZH pour tester notamment c'est un exemple un peu théorique au départ, est-ce qu'il y a une utilisation de noms de domaine inexistants? La réponse qui pourrait nous sembler la plus courante, c'est de dire bah non, puisque le nom de domaine n'existe pas. Eh bien, on a eu l'occasion, à travers une implémentation qu'on a menée pendant quelques semaines, de se rendre compte que des noms de domaine qui n'existent pas peuvent malheureusement être utilisés pour émettre des emails. Ça pose des questions en termes après d'abus, sur lesquels on va pouvoir disserter par rapport justement à ce qu'on souhaite tous, c'est de pouvoir travailler avec des zones de confiance pour les différents noms de domaine, les différentes extensions que l'on gère. Tu as trois, on va commencer. D'accord. Okay. Alors, pour en parler avec moi, pour les présenter rapidement, donc Pierrick, qui représente donc RedSIF, donc une entreprise qui travaille pour proposer des solutions de cybersécurité, protection de domaine face à la usurpation. Alors, domaine d'envoi d'email, c'est la triptyque SPF des Kim des marques, et LIMI, mais aussi protection contre tout ce qui est domaine, sous-domaine similaire, usurpation de logo, avec une autre solution. Et puis après, on a une dernière solution qui va nous permettre de les scroller le DNS d'une entreprise de façon profonde toutes les 24 heures pour voir s'il y a des nouveaux enregistrements qui ont été mis dans le DNS, s'ils sont corrects, pas corrects, s'il y a des portes ouvertes dans le DNS. Et on fait aussi ça sur les certificats exposés, donc tous les certificats TLS. Valentin, donc, qui est le directeur de Brest Cyber, le centre d'incidence de la région Bretagne. Tout à fait. Donc, Brest Cyber, c'est ce qu'on appelle le CCIRT régional de Bretagne, comme il y en a dans toutes les régions de France quasiment. Donc nous, on n'est pas des spécialistes du nom de domaine, mais on travaille forcément avec, parce que dans les incidents qu'on va traiter, tout ce qui est usurpation de nom de domaine ou autre, en tout cas autour du nom de domaine, on a des investigations à faire, donc on s'y intéresse forcément. Et on s'est particulièrement intéressé au même triptyque, le SPF des Kim des marques, pour aider nos victimes à améliorer leur sécurité sur en tout cas leur nom de domaine. On s'y est intéressé et on a mené en parallèle un peu les travaux qui ont été faits là-dessus. Marc Van der Waal, qui est ingénieur de recherche à l'AFNIC. Oui, tout à fait. Ingénieur R&D en fait à l'AFNIC. Je travaille à l'AFNIC depuis 3 ans et demi et je fais partie d'une petite équipe qu'on appelle aussi AFNIC Labs. On s'intéresse à toutes sortes de sujets de R&D autour des thématiques du nom de domaine. Et moi, ma spécialité, c'est les outils de test dans le DNS. Je me suis intéressé aussi beaucoup à SPF des Kim et des marques. Je fais des études sur le .fr depuis 2023. Et aussi à la lutte contre les abus. Et enfin, je suis aussi formateur sur le sujet de SPF des Kim des marques. Merci Marc. Enfin, Régis, donc, que je remercie d'être là parmi nous, qui est le DSI de l'AFNIC, qui gère... pardon. Oh ben, je t'en prie, tu l'expliques. David, tu le présentes tellement bien. Bonjour à tous et à toutes. Moi, donc, je suis Régis Massé, je suis le DSI et le directeur technique de l'AFNIC. L'AFNIC, le registre national du .fr et d'autres extensions. On a la joie d'être l'opérateur technique de registre du .bzh. Et on fait en sorte que les choses fonctionnent au mieux pour le .fr et les autres extensions, donc tout ce qui est enregistrement, annuaire et surtout résolution du DNS pour que vos services
en .fr et autres extensions fonctionnent le mieux possible au quotidien. Et on parlera tout à l'heure, enfin moi je vais intervenir sur, comme disait David, sur une petite expérimentation, parce que comme David a toujours des bonnes idées, a envie de jouer avec nous et que nous on est toujours preneurs pour jouer, on s'est dit tiens, on va essayer de regarder un truc un peu différent sur ces fameux noms de domaine non existants, mais finalement on va voir qu'il s'y passe quand même des choses. Okay. Merci à tous les quatre. On va vous proposer tout d'abord de faire un petit rappel sur les enjeux posés par les normes d'authentification email. Je vais laisser du coup la parole à Marc pour ce faire. Vous nous entendez bien? Vous voulez qu'on utilise le micro? Après, non, ça va. Sinon je parle plus fort. On a tout. Voilà. Ouais, donc, merci. Donc, l'enjeu, en fait, c'est que, alors, vous connaissez, les mails, c'est une des plus anciennes applications d'Internet. C'est ce pourquoi on a utilisé Internet depuis tout le début. Et la messagerie, en fait, ça a été conçu à une époque où Internet était un réseau supposé de confiance, tout le monde se connaissait, et surtout à une époque où aussi faire de la sécurité sur un réseau comme ça, c'était beaucoup plus difficile. Donc la conséquence principale, c'est que les en-têtes d'un mail, en fait, il n'y a aucune authentification, on peut mettre n'importe quoi, on peut mettre absolument ce qu'on veut, et il n'y a aucun contrôle. Et ce qui laisse la porte ouverte à toutes sortes d'abus, et notamment ce genre de blague, vous avez sûrement déjà à une époque vu ce genre de mail qui, de la part d'un pirate qui dit « Ah, regardez, j'ai piraté votre boîte, la preuve, j'ai envoyé ce mail depuis votre propre boîte mail », alors qu'en fait, il n'a rien piraté du tout, c'est du bluff pur et simple. Simplement, il a envoyé un message sur votre boîte en mettant votre propre adresse en expéditeur, et il n'y avait aucun moyen de... Voilà, il n'y a rien qui empêche quelqu'un d'usurper votre adresse email dans un courrier qu'il envoie soit à vous, soit à quelqu'un d'autre. Et donc avec les conséquences aussi qu'on imagine avec le phishing et tout ça. Donc, pour lutter contre ce fléau, la solution, ça a été de bâtir tout un édifice au-dessus des RFC existantes. Les RFC, ce sont les normes techniques sur Internet. Donc on retrouve tout en bas de l'édifice le SMTP, le protocole d'échange de messages, aussi le format, et puis ensuite le RFC qui décrit le format d'un courrier électronique sur Internet. Et à ça, on a ajouté donc deux mécanismes d'abord d'authentification. Le premier s'appelle SPF, c'est pour Sender Policy Framework, qui permet de répondre à la question est-ce que le courrier vient d'un serveur autorisé. DKIM ensuite qui en fait complète SPF. En fait, souvent on utilise SPF et DKIM ensemble. DKIM utilise une authentification qui repose sur des signatures cryptographiques qu'on appose dans l'entête et sur le corps du courriel. Et DMARC ensuite s'appuie sur les résultats du contrôle chez le destinataire de SPF et de DKIM, et aussi d'une politique qui est publiée chez l'expéditeur du courrier pour prendre une décision, comme par exemple ce mail passe SPF et DKIM en même temps, c'est très bien, je l'accepte. Par contre, si SPF et DKIM échouent simultanément, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le laisse passer quand même? Je le mets en spam, je le rejette? Ça, c'est une déclaration que fait l'expéditeur du mail, sa recommandation. DMARC fait aussi d'autres choses. Il contrôle la cohérence de l'entête from du courrier avec ce qui est contrôlé avec SPF et DKIM. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Et il fournit aussi une sorte de mécanisme de feedback. Donc avec DMARC, on peut savoir si SPF et DKIM fonctionnent correctement. Donc SPF, un peu plus en détail. C'est bien présenté. Voilà, merci. Donc SPF plus en détail. Je vais faire juste une parenthèse. Vas-y. Si vous voulez retrouver une explication un peu plus imagée de ce qu'est SPF, DKIM, DMARC et l'ensemble de tout cela, je
suis membre du CLUSIF, et le CLUSIF a un petit podcast qui s'appelle le Déjargonneur. Et depuis le mois de novembre, en ligne, à travers le site du CLUSIF, donc vous allez chercher Déjargonneur, il y a un podcast qui explique effectivement SPF Décime des marques de façon assez simple, en faisant des analogies avec notamment le courrier postal, et qui effectivement vous donnera une image un peu plus, peut-être didactique, moins technique, en terminologie. Voilà. Je souhaite apporter aussi, profiter de l'expertise des amis de l'AFNIC à cette occasion. Super, je te laisse continuer, Marc, et on reviendra après sur les enjeux de livrabilité. Oui, très bien, merci. Alors concrètement, oui, SPF, comment ça fonctionne? Un serveur mail qui reçoit un message, il va examiner, donc, comme si on fait l'analogie avec le courrier postal, un mail a une enveloppe et il y a une lettre dedans. Et alors sur l'enveloppe, on peut avoir une adresse de retour. Et sur le papier en tête, on peut avoir une adresse d'expédition aussi. Donc SPF contrôle l'adresse de l'enveloppe. Mon serveur mail qui reçoit un message regarde l'adresse de l'enveloppe, il extrait le domaine, et puis il va chercher dans le DNS une entrée TXT qui commence par V égale SPF1, et ça c'est la déclaration que fait l'expéditeur du domaine, l'expéditeur du message, en disant l'expéditeur va dire j'ai tel serveur mail qui sont autorisés à envoyer des messages en mon nom. Les autres sont forcément des imposteurs, par exemple. C'est ce que j'ai mis. Le premier exemple de politique SPF, c'est ça. On voit deux adresses IP, une adresse IPv4, une adresse IPv6 qui sont autorisées. Et puis un deuxième exemple, on voit qu'avec SPF, on peut aussi inclure une sous-politique SPF qui est hébergée chez un prestataire. Donc on peut dire tous les messages en fait ils sont envoyés via ce prestataire. Ce prestataire a sa propre infrastructure. Donc si ça vient de ce prestataire, c'est OK. C'est quelque chose qui est familier pour Ça fait penser à une chose, du coup, en fait, si on met n'importe quel prestataire, un prestataire qui est connu, type Brevo par exemple, c'est-à-dire qu'en fait, on peut envoyer des mails depuis Brevo, il n'y a pas de contrôle après derrière, du coup. En fait, on a alloué les IP de Brevo dans la Sending Policy Framework, et leur autorisant d'utiliser le nom de domaine de l'entreprise pour pouvoir envoyer des campagnes de mail. Mais Brevo fait après ses propres contrôles pour éviter que, effectivement, d'associer le domaine que tu as enregistré avec le leur. Sauf erreur de ma part, tu ne veux pas enregistrer hello.com pour deux comptes. Ils vont procéder à leur propre contrôle interne. Mais sinon, rien n'empêcherait effectivement, une fois qu'on a ouvert le jeu. Donc il faut faire attention du coup avec les sociétés d'emailing avec lesquelles on travaille. Tu Brevo, mais... Tu mets le doigt sur une grosse hypothèse simplificatrice de SPF, en effet, et c'est d'ailleurs décrit dans la RFC 7208, qui dit bien, dans les limitations, on part du principe que chaque entreprise a sa propre infrastructure d'envoi de mail et qu'il n'y a pas de mutualisation. Ce qui, de nos jours, on voit que cette hypothèse est très souvent enfreinte. Mais rien n'empêche ensuite, pour les envois en masse, de partir de sous-domaine. De les envoyer depuis un sous-domaine plutôt que son domaine principal. C'est une bonne pratique que je recommande. Oui. Pour Décime, c'est un peu plus complexe parce que ça implique de la cryptographie asymétrique. Mais pour faire simple, j'ai mis un schéma de principe. Un système expéditeur appose une signature électronique dans l'entête d'un courrier envoyé, et puis cette signature elle renvoie vers une clé publique qui est identifiée par un sélecteur et un domaine. Donc le sélecteur ici dans cet exemple c'est S1 et le domaine c'est D.example. On publie la clé publique correspondante dans le DNS, et ensuite le destinataire, quand il reçoit un mail signé avec Décime, il peut récupérer la clé publique dans le DNS, utiliser la clé publique pour vérifier que la signature est bien bonne, et si la signature est correcte, le courriel est authentifié, et ce qui prouve que le domaine D.example, dans ce cas, prend la responsabilité pour l'envoi du mail.
C'est DKIM en très bref. Pour faire l'analogie avec le courrier postal, c'est comme si je mettais un hologramme avec le nom de mon entreprise dans le papier à en-tête, en plus voilà, du papier en-tête classique, et que je disais, ça c'est une autre. Je disais, la présence de cet hologramme est une garantie forte que c'est bien moi qui ai envoyé ce courrier. Et alors SPF et DKIM, ensemble, c'est déjà très bien, mais ça ne suffit pas parce que à cause du fait que SPF contrôle l'adresse d'enveloppe, que DKIM contrôle en fait le nom de domaine qui est utilisé pour apposer la signature. Et en fait, on peut très bien avoir ici, dans cet exemple, un message qui usurpe ici alice@a.example, mais comme l'adresse d'enveloppe est différente et que le domaine de signature pour DKIM est différent, a beau réussir SPF, a beau avoir une bonne signature avec DKIM, mais c'est quand même un mail frauduleux. Donc, on a un problème, c'est qu'en fait, il faut ajouter une contrainte supplémentaire qu'on appelle l'alignement d'identifiant. Donc, dans l'exemple précédent, j'avais l'enveloppe SMTP qui n'était pas en alignement avec l'entête from, et je n'avais pas non plus le domaine DKIM qui était en alignement avec l'entête from, mais là, au contraire, ici, dans ce cas précis, dans les trois cas, c'est a.example, donc tout est en alignement. Et c'est un des contrôles supplémentaires que va faire Dmarc. Dmarc va s'appuyer non seulement sur SPF et DKIM pour vérifier que le courrier est authentique, mais un SPF valable pour SPF ne sera valable pour Dmarc que s'il y a aussi cet alignement entre l'enveloppe SMTP et l'entête from. Et pareil pour DKIM. C'est OK pour tout le monde. Voilà. Merci. Ça, c'est un des principaux problèmes qu'adresse Dmarc. Aussi, le deuxième problème, c'est quand un système destinataire reçoit un mail qui échoue à SPF, ou il n'est pas signé avec DKIM, où il y a un problème, où il y a un problème quelconque, on ne sait pas quoi en faire. Parce qu'un mail qui n'est pas signé avec DKIM, est-ce que c'est parce que la signature a été supprimée par l'attaquant, ou est-ce que juste le domaine n'a jamais déployé DKIM? On ne sait pas. Et donc c'est aussi un autre élément que Dmarc adresse, parce que moi, en tant qu'expéditeur de mail, admettons que je sois l'administrateur de domaine.example, je vais pouvoir dire, dans une politique Dmarc, OK, là j'ai mis un P égale reject dans ma politique Dmarc, ce qui signifie, en cas d'échec simultané de SPF et DKIM, il faut rejeter le message. Je recommande un rejet du message. Et ça, par exemple, c'est ce que je fais si je suis absolument sûr que SPF et DKIM sont correctement configurés sur mon domaine. Et donc on a le choix ici entre none, ne rien faire, quarantine, mettre en spam, ou reject pour rejeter le message, purement et simplement au niveau de la transaction SMTP. Et puis ensuite, je parlais aussi de la boucle de feedback que fournit Dmarc. On peut recevoir des rapports sur, ici j'ai mis RUA égale pour recevoir des rapports agrégés sur l'adresse dmarcfeedback@domaine.example, pour les mails qui sont envoyés depuis domaine.example. Donc à partir du moment où j'ai ça dans ma politique Dmarc, je vais commencer à recevoir de Yahoo, de Google, de Microsoft ou tous les autres domaines qui ont configuré leur agent Dmarc de manière appropriée, des rapports qui ont dit j'ai reçu 2 mails de tel IP, le contrôle SPF et DKIM ont passé tous les deux, tout va bien. Ou justement aussi, tout va mal, il y a double échec, ça venait de tel IP, et puis là on peut diagnostiquer, on peut regarder si c'était un oubli ou si c'était une attaque. Donc enjeu de sécurité, enjeu de sécurité, enjeu aussi de délivrabilité. Maintenant oui, et c'est excellente transition vers... Je vous remercie.
Excellente transition vers ce slide parce que Desmarques, la RSC a été publiée en 2014, SPF et DKIM sont un peu plus anciens. Et maintenant, on a une dizaine d'années de retour d'expérience vis-à-vis de Desmarques. Et on a observé depuis début 2024 que les principaux fournisseurs de services de messagerie, Google, Yahoo, ils commencent à serrer un peu à la vis et à exiger qu'il y ait au minimum SPF ou DKIM chez les domaines expéditeurs pour avoir une chance d'être accepté. Et puis SPF, DKIM et Desmarques, les trois, pour les gros expéditeurs de volume, en gros volume. Si vous faites plus de 5000 mails par jour vers Gmail, Google va exiger de vous d'avoir une configuration SPF, DKIM et Desmarques, les trois. Et donc, j'ai mis quelques exemples de Google et Yahoo, Microsoft aussi, mais pas que, aussi des acteurs français, Orange et La Poste aussi, commencent à emboîter le pas et à exiger ces mécanismes d'authentification pour même juste avoir une chance d'être accepté. Sinon, on risque le rejet au niveau SFTP. Donc ça devient un enjeu de délivrabilité aussi. Petit sondage, si vous me permettez. Qui a une politique des marques activée sur son nom de domaine? À quel niveau est-elle? Alors, c'est du 45 en quarantaine ou reject? Legal non, legal quarantine. Reject. C'est parti. On va vous montrer, on va vous donner une petite vue des FR BZH et ensuite, grâce à Pierrick, d'un point de vue international aussi, sur l'adoption des normes. Et vous verrez, vous n'êtes pas dans la... Vous êtes des bons élèves, des très bons élèves par rapport, malheureusement, à ce qu'on voit dans le cyberespace. Je vous laisse présenter les stats, Marc, je te laisse après, Pierre, prendre la main. Merci. Chaque année, je fais une petite étude sur le point .fr, puis aussi, à l'occasion d'une précédente demande, j'avais fait aussi un balayage du point BZH. À un moment un peu rapproché, donc là on peut faire une petite comparaison entre l'adoption de SPF, de DKIM et de Desmarques sur le point .fr versus le point BZH. Donc alors le BIMI tout à la fin, c'est un autre mécanisme, j'ai pas eu le temps d'en parler, mais c'est pour afficher un logo dans certaines messageries pour des mails qui sont correctement authentifiés avec des marques. Pratiquement personne ne le fait sans surprise, que ce soit sur le point .fr ou le point BZH. On voit bien qu'il y a un peu plus de SPF et de DKIM sur le point BZH par rapport au point .fr. Ça peut sans doute s'expliquer, c'est ma théorie, c'est une hypothèse que je fais, c'est qu'il y a sans doute beaucoup moins de domaines parqués sur le point BZH que sur le point .fr. Alors que les domaines parqués, par définition, ils ne déploient pas DKIM parce qu'ils n'ont pas vocation à envoyer de mail. Et ils peuvent être à la traîne aussi, un peu plus à la traîne vis-à-vis de SPF à cause de questions historiques. Voilà. Je vous propose maintenant, grâce à Rexif et à Pierrick, un point de vue, merci Marc, qui va même au-delà à l'international, au-delà de la France. Hop, voilà. Je te laisse. Voilà, hop, ça marche. Bon, en fait, suite à la demande de Marc, j'ai complété un peu effectivement ces données à travers des données que nous, on est capable de capter à travers tout ce qui est rapport RUA, WID, certificat et autres, parce qu'on scrolle beaucoup d'informations par jour. Et on a extrait effectivement quelques données. Alors on a pris le point .fr, le point .co.uk, le point allemand et le point .com. D'accord. L'idée étant de voir où on se situe. Donc en orange, vous avez ceux qui sont les très bons élèves et qui sont reject. En bleu, c'est le quarantine. En violet, c'est monitoring. Et en vert, c'est no demark. Et là, on se rend compte qu'effectivement, il y a encore du chemin à faire, que l'adoption est loin d'être acquise. Et qu'effectivement, on a beaucoup de sociétés qui restent en monitoring. Donc, on voit, nous, énormément qui demandent à recevoir les rapports, mais qui n'ont rien fait.
sachant que c'est bien d'envoyer une adresse avec une réception de rapport. Je ne sais pas si vous êtes déjà amusé à regarder un rapport RUA, qui sont un rapport aggregate. Si vous n'avez pas pris une boîte d'aspirine avant, ça va mal se passer, parce que c'est du XML. Et c'est de l'agrégation de tous les emails reçus dans une journée ou dans les 48 heures. Donc oui, c'est un peu cauchemardesque. Donc effectivement, il y a des outils qui existent et c'est pour ça qu'ils ont été créés, pour pouvoir interpréter ces rapports. Et après, on a pas mal de cas de figure où l'entreprise se dit « bon, je maîtrise mes services d'envoi, mais je ne suis pas complètement sereine, donc je passe en quarantine. » Donc ils sont en quarantine et en fait, ça veut dire que les emails qui sont délivrés chez les destinataires, donc le destinataire va regarder la politique des marques et il va voir quarantine. Et là, effectivement, s'il n'y a pas un alignement, si ça ne répond pas à la politique des marques, ça va être positionné dans les zones dites de spam. Et alors c'est là où il y a un gros travers, c'est que ça peut tomber soit dans la boîte de spam du destinataire humain, dans la boîte du vrai destinataire, soit dans la boîte de spam de l'email gateway. Et c'est d'ailleurs pour ça que, pour info, Yahoo, Google, Microsoft et les autres se sont dit qu'il faut authentifier les emails et mettre au moins une politique des marques en pay and none, parce qu'ils en ont un peu marre, en fait, il y en a un peu marre dans les systèmes d'anti-phishing, d'anti-spam qu'ils ont de ne pas pouvoir faire les bons choix. Et on voit qu'effectivement sur le reject, il y a moins d'adoption. Alors il y a quand même un élément intéressant, c'est que les Allemands sont quand même bien carrés, rigoristes, et ont aujourd'hui 12,31% d'adoption du reject sur le .de. Ce qui est quand même plus du double de ce qui existe en France, plus du double de ce qui existe en Angleterre. Et puis sur le .com, on est encore plus large, ce qui est logique. Ouais. Mais intéressant de voir quand même qu'en Europe, par rapport au .com, les extensions pays sont quand même un peu plus sûres que le .com. Oui, mais parce que le plus restreint, en fait. On n'a pas le même périmètre d'analyse. En fait. C'est le périmètre d'analyse qui fait que ça change. Le pourcentage va dépendre du stock. Ouais. On est à 160 millions d'un côté, on est à 16 millions pour DE, donc forcément. Nous, notre analyse, on l'a faite sur le .com, c'est sur 31 millions. D'accord. Sur le .de, c'est sur 1,1 million. Sur le .co.uk, sur 894 000 données. Et sur le .fr, sur 473 000 données. L'échantillon. Donc l'échantillon n'est pas le même. Donc effectivement, le ratio est impacté aussi par ça. Donc aujourd'hui, dans notre univers, on couvre effectivement un peu plus de 47 millions. Merci Pierrick pour justement cette comparaison à l'international. Et avec, pour rebondir aussi, on évoquait la sécurité, la délivrabilité, avoir avec toi et Valentin aussi un point de vue sur les menaces auxquelles vous pouvez aujourd'hui l'un comme l'autre voir passer, que ce soit au point de vue national, local, régional. On a malheureusement, comme dans d'autres régions en France, des attaques qui se font jour. Donc l'enjeu aussi d'avoir au niveau des configurations email un travail propre de manière à éviter des usurpations. Je ne sais pas si vous pouvez faire l'état peut-être d'anecdotes ou de bonnes pratiques en parallèle qu'il s'agit de mener ou d'avoir. Je peux faire un petit état de la menace, en tout cas des incidents que on a rencontrés en Bretagne, qui concernent principalement les incidents type hameçonnage. Finalement, depuis qu'on s'intéresse à ces protocoles des marques, SPF des des marques, on peut maintenant observer plus facilement chez nous dans nos investigations ceux qui profitent des domaines qui n'en ont pas pour pouvoir créer des usurpations. Et on se rend compte que, je ne sais pas si les attaquants finalement ont assisté au cours de marque, parce que on est surpris du fait qu'ils n'utilisent pas en fait cette faiblesse qu'on a vu, des marques qui ne sont pas, qui sont en on ou qui n'existent pas, et qui permettrait largement de réutiliser le vrai nom de domaine de l'entreprise qui va être usurpé, pour l'usurper justement sur son nom de domaine, dans l'hameçonnage, le phishing ou ce qu'on veut,
le spam même, et bien finalement, on a un gros pourcentage de noms de domaine aléatoires ou des noms de domaine maintenus par l'attaquant qui n'ont rien à voir avec l'entité. Donc, on se pose cette question finalement de se dire est-ce qu'ils sont pas malins ou est-ce que justement c'est suffisant pour que ça fonctionne, un nom de domaine qui n'en fait pas partie. Et puis quand on observe en fait le comportement des utilisateurs face à ça, aujourd'hui ils ont tous des clients de messagerie qui n'affichent pas finalement l'adresse de l'expéditeur. Donc voilà, ils peuvent ne pas contrôler et finalement on s'en fiche de qui envoie. Ils ont juste l'alias et là l'attaquant peut mettre exactement ce qu'il veut, on n'est plus du tout dans le domaine de marque ou quoi que ce soit. Et finalement il se fie à ça. Donc c'est pour ça que ça marche encore aussi bien d'utiliser des domaines qui ne sont pas ceux de l'entreprise visée. Mais on a quand même eu des cas d'usurpation complète de nom de domaine. Et là, le dernier en date, on était content parce que c'était un nom de domaine qui était protégé, il était en quarantine. Donc on a pu observer le message qui avait été justement traité comme il fallait par des marques. Sauf que, encore une fois, le biais humain a fait que la personne n'a pas reçu le mail. On était sur une fraude au changement de RIB, d'accord ? Donc forcément, le nom de domaine avait été très bien usurpé. Alors, première erreur, la personne s'appelait Stéphanie, l'attaquant a écrit Stéphane, donc nous on a pu le voir dans les investigations, dommage, après il s'est corrigé. Mais ça a été assez flagrant. Donc ça c'était la première chose, et la deuxième, je l'ai un peu zappé, mais c'était quoi déjà? Oui, ça va en quarantaine, donc, et oui, la personne en fait est allée chercher le message dans les spams pour pouvoir continuer la conversation. Donc c'est là où on se dit, quarantine c'est déjà bien. Non, parce que l'humain derrière, en fait, il a besoin d'aller chercher, il y avait une facture à payer, il y avait quelque chose, il y avait l'urgence, et donc il a été cherché dans les spams. Donc ça n'a pas fonctionné. C'est là où le reject a vraiment un vrai rôle à jouer. Il faut arriver jusqu'à ça. Nous, aujourd'hui, je prends notre exemple concret, Brest Cyber, moi, le nom de domaine, je l'ai mis en quarantaine parce que j'ai besoin d'observer en fait ce qui se passe. On n'est que 4 à utiliser le nom de domaine, donc ça va, très peu. Donc j'avais besoin d'observation. Donc dans ce genre de cas, ça peut être intéressant. Mais on voit bien que finalement, dans le monde du grand public, non, c'est bien le reject qui va arriver à une protection complète pour faire face au biais humain, justement, qu'on a pu nous observer dans les attaques. Pierrick, moi je peux vous donner 2 cas d'attaques qui sont complexes en fait et qui sont à garder en mémoire parce que c'est le futur quelque part. Il y en a une qui est DKIM Relay. C'est en fait quand vous avez une clé DKIM, si elle n'est pas suffisamment chiffrée, si vous êtes en 1024, elle risque de ne pas encapsuler l'ensemble du corps de l'email. Donc en fait, le corps de l'email risque d'arriver en clair. Et là, des attaquants peuvent se permettre de changer le corps de l'email. Ça, c'est un point important. C'est la même chose lorsque la clé DKIM est retransférée par différents services, puisqu'en fait, de toute façon, un email n'arrive jamais en ligne droite. Il va passer par différents services avant d'arriver à son destinataire final. Et il peut y avoir effectivement des éléments qui transfèrent les données. Si la clé elle est transférée, mais transférée en undersign, effectivement, là aussi, l'email sera plus ou moins en clair. Donc, les attaquants peuvent se permettre de changer le corps de l'email. Ça, c'en est une. Elle est relativement, somme toute, complexe, pas forcément très exploitée. Par contre, il y en a une qui commence à être de plus en plus exploitée et qui bypass complètement le démarque, même si vous avez du reject, et qui est très importante à comprendre. C'est que quand vous faites du démarque, vous allez mettre un enregistrement dans votre DNS. Et quand vous avez une structure un peu importante, vous mettez un enregistrement souvent avec une délégation vers Brevo, par exemple, vers d'autres services d'emailer, vers votre Salesforce, vers votre diverses sociétés. Et en fait, vous donnez une délégation CNAME. Le problème, c'est que cette délégation, vous l'avez donnée à un prestataire. Le prestataire, vous ne connaissez pas sa vie dans la durée. Vous ne savez pas si effectivement il est toujours en bonne santé, parce que vous avez peut-être rompu le service avec eux, mais vous avez laissé la ligne dans le DNS. Parce qu'il n'y a
rien de plus trivial que de se dire j'ai des lignes dans le DNS, je les supprime pas, qu'est-ce que je fais? Je les laisse. Et on se retrouve avec des DNS avec des lignes monstrueuses. Et en fait, on arrive à un moment où, sur certains éléments, en fait, il y a des sociétés qui ont déposé le bilan, par exemple, ou qui n'ont pas renouvelé le nom de domaine, parce qu'ils ont changé de nom de domaine. Les attaquants voient que le domaine est libre, rachètent le domaine, d'accord? Et à partir de là, en fait, ils ont une porte ouverte vers votre DNS, vers le domaine principal, et ils se permettent de faire du phishing à travers un sous-domaine, donc une délégation que vous avez faite. Et c'est comme ça que vous avez une grande mutuelle française que tout le monde préfère, qui avait 2 sous-domaines, un RA 2012, qui est rapport annuel 2012, et puis un autre RA, je ne sais plus quoi, qui avait été délégué en envoi à une petite service de marketing. Et sur le premier, il y avait un flux correct, mais rien de trop, malgré tout. Ils voyaient bien qu'il y avait des rapports RUA qui arrivaient en nombre, mais ils ne comprenaient pas d'où. Par contre, sur le deuxième, les attaquants avaient publié 985 mécanismes SPF. Ils routaient sur du Lacoste, sur des marques qui n'avaient rien à voir avec l'assurance. Par contre, ils exploitaient le domaine de l'assurance. Et là, quand on leur a expliqué, ils n'ont rien compris. Mais rien compris du tout. Ils ne savaient même pas de quoi on leur parlait. On leur a dit, mais vous vous rendez compte que l'hygiène de votre DNS est importante. Donc c'est aussi, voilà, c'est un travers qui va arriver et aujourd'hui ça touche tout type de société, notamment les grands groupes. Merci de votre C'est ce qu'on appelle un dangling DNS. Merci de votre éclairage tous les deux. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ces domaines existants. Je vous propose de passer, comme je l'évoquais tout à l'heure en préambule, à une étude inédite, du coup, Régis, qu'on a pu mener donc, sur les domaines inexistants. Oui, parce que là, on vous parle de trucs sérieux depuis tout à l'heure. Enfin, c'est vraiment, on parle d'attaque, on parle de risques, de menaces. Et nous, on aime bien jouer aussi. Parce que c'est sympa de jouer quand même. Moi, je suis pas au Labs, je suis à la DSI. Et donc, je me dis, tiens, moi aussi, j'ai envie de jouer. J'ai pas envie juste de faire de la prod. Et du coup, avec David, on s'est lancé dans une expérimentation à l'été. Ça va arriver. À l'été, on s'est lancé dans une expérimentation en disant, OK, on voit bien ce qui se passe sur les mails des noms de domaine qui existent en .bsh, mais est-ce qu'il ne se passerait pas quelque chose sur les noms de domaine qui n'ont pas été déposés, qui n'existent pas? Et du coup, on a lancé une petite étude. Next slide, please. Ouais. On a lancé une petite étude, en fait, qui a été menée sur un peu plus de 2 mois et demi, pour observer les domaines non existants sous l'angle de l'utilisation de la messagerie. Alors, ça a été fait avec plusieurs acteurs. Forcément l'association BZH qui est à l'initiative mais mondiale de cette étude. C'est super parce que j'en ai discuté avec pas mal de gens à l'ICANN, personne n'avait eu une idée, donc bravo David pour ça. Nous on s'est dit tiens, il y a un truc à jouer, on va jouer aussi, nous on aime bien. Et puis on a mis dans l'affaire le Brest Cyber avec Valentin et Nathan. Et puis, on a mis aussi la société 3DX Internet, mais dont le représentant est malade. Il aurait bien voulu être avec nous aujourd'hui, mais il n'a pas pu venir. Donc, je dois excuser. Il est avec nous dans ses pensées. Il est, voilà, on a une pensée émue et qu'il aille mieux. Juste, Régis, effectivement, sur l'initiative, en fait, c'est un dialogue à plusieurs. Oui. Et c'est effectivement Christophe Darry qui gère aussi d'autres domaines importants au niveau Tout à fait. national, qui nous invitait à réfléchir à ce que faisait le .gov.uk. Et avec Valentin, Régis et Christophe, on s'est lancé, et Marc et Julien aussi, dans cette aventure. Alors ça a été super simple à faire en fait, parce qu'on a juste rajouté, nous on est parti comme c'était une analyse, on ne s'est pas dit on va commencer à mettre en quarantaine ou rejeter, les actions il faut les faire, c'est super important, mais nous pour cette analyse on a juste mis un enregistrement wildcard, donc une étoile sur le .bzh, avec un TXT pour dire qu'on voulait faire du démarque et qu'on routait les rapports vers un ensemble d'adresses email. Et on recevait quotidiennement l'ensemble de ces rapports qu'on a pu analyser, mais on avait décidé pour cette analyse-là de ne faire aucun blocage. Donc on est bien en pagan non puisque c'était vraiment une expérimentation. On n'avait pas décidé d'aller plus loin, mais les résultats ont été intéressants. C'est sûr. Une petite subtilité cependant, Vas-y. c'est qu'on a aussi mis un TXT sur il arrive après. Surprise. Surprise. Non, excuse-moi. Je dis plus rien. Non, mais il n'y a pas de problème. T'inquiète pas. Désolé. Non, alors on a observé des résultats en fait sur ce 2 mois et demi, on a eu quand même plus de 23 000 rapports et on a vu plus de 24 300 mails analysés, dont plus de 23 000 venaient de Google.
C'est quand même super rigolo, quoi. Alors là, vous avez un exemple à côté, vous voyez, par exemple, le domaine u4166ivner.bzlh. Donc nous, en fait, à la FNIC, on a fait un truc super simple, c'est-à-dire qu'on a pris un petit outil qu'on trouve juste pour... Parce qu'effectivement, j'ai arrêté les livraisons d'aspirine, donc on s'est dit, pour lire des RUA en XML, on ne va pas les lire à la main, donc on a trouvé... Il y a un petit outil qui a été développé par quelqu'un qui a mis son Docker sur GitHub et qui permet en fait d'avoir un petit tableau de bord en web qui fait des graphes et qui analyse. Mais c'est juste pour de la consultation, hein, ça n'analyse rien, c'est nous à le lire, mais pour un humain c'est un peu plus sympa à lire. Et après, donc, je laisserai Valentin et son collègue parler d'une solution qu'eux ont développée qui va plus loin pour la lecture de tous ces rapports et merci à eux pour ça. Donc voilà, effectivement, quand même un gros morceau. On aurait pu se dire, c'était un peu ce que disait David tout à l'heure en disant, si les domaines n'existent pas, ils ne sont pas utilisés. Hein. Bah si. Donc il y a beaucoup de choses et qui renvoyaient vers pas mal de sites existants avec des liens, etc. dans les contenus de mail. Donc il y avait une vraie activité abusive par rapport à tous ces noms de domaines. Ouais. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'un serveur de mail, s'il fait un reverse, s'il n'y a pas de reverse, il n'y a pas de message. En fait, je pense que l'idée, c'est qu'ils envoient effectivement des emails auxquels tu ne peux pas répondre. Mais dans l'email, tu peux envoyer du lien pour faire de l'hameçonnage. C'est-à-dire que tu vas envoyer... Non, mais ce que le serveur de mail, s'il fait une interrogation reverse et puis il voit que le domaine n'existe pas, il ne délivre pas. Ça, c'est en supposant que le serveur mail soit configuré de manière raisonnable. C'est ça. Et il y a beaucoup de serveurs mail qui ne sont pas configurés de manière raisonnable. Et donc en attaquant, on voit de l'hameçonnage. C'est vraiment la remarque de tout à l'heure qui dit qu'il faut bien gérer ses DNS et ses serveurs en fait. Donc il faut qu'il y ait de la bonne authentification pour que les destinataires, eux, aient aussi effectivement. Je suis pas sûr. Et donc, alors Marc a un peu dévoilé, mais c'est super. En fait, on a eu quand même quelques surprises pendant cet exercice, sinon ça n'aurait pas été drôle. En fait, la première, c'est que dans les premières heures où on a activé l'enregistrement DNS et où il a été déployé, on a en fait récupéré dans les rapports des domaines existants, mais qui n'avaient pas de politique des marques, parce que le wildcard.bzlh ramenait tous les emails, ramenait toutes les choses. Donc, il a fallu qu'on rajoute un enregistrement DNS _desmarques.bzlh avec un TXT, parce que sinon, en fait, on récupérait, on synthétisait le wildcard et donc on récupérait en fait aussi des noms. Et c'est comme ça qu'il y a des mails dans la première heure qui ne sont pas arrivés à la mairie de Quimper, par exemple. On a eu on a regardé de près ce qui se passait et effectivement il y a eu quelques petits trucs qui ont été résolus assez rapidement. Et le deuxième qui est beaucoup plus drôle, c'est que du coup, pareil, on s'est rendu compte que des mails n'arrivaient pas non plus. Donc David on s'est un peu appelé un petit peu, pas en panique, mais en espèce de montée de tension, parce qu'il y a vraiment des mails légitimes qui n'arrivaient pas. Et on s'est rendu compte que le système AbusX chez Orange considérait, puisqu'on avait mis ces nouveaux enregistrements dans le DNS, que tous ces noms de domaine étaient nouveaux, et donc n'étaient pas analysés encore par AbusX, donc étaient bloqués. Donc là, on a fait l'appel à ce qu'on appelle l'appel à un ami, comme 50-50 ou l'appel à un ami, et on a appelé Orange pour débloquer cette situation et permettre en fait que tous ces emails soient envoyés. Donc cette expérimentation, elle a été intéressante parce qu'elle a vraiment donné une valeur en fait au fait que aujourd'hui des marques, et on va en parler tout à l'heure avec des marques bis, aujourd'hui des marques est trop restreint pour bloquer ce genre de choses, ce qu'on va avoir dans des marques bis dès qu'il va arriver. On a arrêté l'expérimentation pour une simple et bonne raison, c'est que en fait il y a un petit effet de bord à cette expérimentation simple, c'est que le fait d'avoir mis un wildcard sur BZLH faisait que quand on faisait une interrogation DNS sur un nom de domaine non existant, il n'était plus vu comme un exist domaine. Et ça, au niveau DNS, ça ne respecte plus les règles du DNS, puisque un domaine non existant, quand vous faites un dig ou une interrogation de résolution DNS, doit renvoyer un exist domaine. Donc effectivement, on s'en est rendu compte. Ça ferait typiquement des choses où la communauté technique et voire l'ICANN pourrait potentiellement dire attention parce que ça ne respecte plus la règle officielle de la présence d'un X domaine. Donc c'est pour ça qu'on a arrêté l'expérimentation. Et puis 2 mois et demi de jeu comme ça nous a permis d'avoir suffisamment d'informations pour voir ce qu'on voulait faire et savoir que on attend des marques bis avec impatience. Et je vous en parlerai, je vous en donnerai quelques mots tout à l'heure. Voilà, merci Régis. Et ce que ça nous a permis de voir, c'est qu'il y a vraiment un réel enjeu, puisqu'aujourd'hui, l'écosystème des noms de domaine est marqué notamment par la régulation des abus sur les domaines existants, mais on est en train de passer à côté, justement, d'autres abus sur les domaines inexistants. Et les protections qu'on peut mettre en place
dans les extensions, du coup, n'existe pas. C'est-à-dire qu'on peut avoir des politiques tarifaires, des politiques de configuration sur des domaines existants, mais là, sur des attaquants qui utilisent effectivement cette zone grise, eh bien, on est un peu démunis pour l'instant. Après, on peut échafauder des politiques, évoquées Pascal, pour conforter les sécurités, mais ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus courant. Donc, si je peux juste rajouter un mot, sur ces choses-là, en plus, nous à l'AFNIC, c'est quelque chose sur lequel on travaille depuis longtemps, parce que comme c'est nous qui gérons les serveurs faisant autorité du .fr, principalement, et de BZH aussi, etc. On voit en fait les interrogations NX domaine qui sont faites. On voit les requêtes DNS qui sont faites sur des noms de domaine non existants. Et ça, c'est quelque chose qu'on a travaillé depuis des années parce que, entre autres, pour des entreprises en France, on a réussi à leur dire, attendez, regardez, il y a déjà environ 2000 requêtes sur ce nom de domaine qui est lié à votre marque, qui tombent tous les jours parce qu'ils ont été configurés dans des sites, parce qu'ils ont été configurés quelque part. Et déposer cette chose-là, vous aurez du trafic. Donc ça, c'est un moyen de consulter ces choses-là. Là, c'était se dire, OK, ces NX domaines qu'on connaît bien, nous, au niveau DNS, est-ce qu'ils ne sont pas quand même utilisés quelque part? Et c'est là où, justement, où nous, on s'est lancé avec tout le monde dans l'affaire, parce que ça nous intéressait de regarder ce point-là qui n'est pas juste lié à la résolution du DNS. Merci Régis. Valentin, je ne sais pas si vous voulez intervenir avec Nathan pour présenter un peu les stats ou l'outil, pour passer aussi à la fois, une fois qu'on a posé le diagnostic, comment on peut réagir. Et les pistes, elles sont le monitoring, bien sûr, et aussi la norme des marques qu'on va évoquer. J'apprends. J'ai une chaise en plus. Oui. Tiens, si on se décale tous d'un cran d'une chaise, il y aura une chaise. Je prends la tienne. Vas-y. Juste l'introduction, je vais laisser la main à Nathan. En fait, ce qui s'est passé, c'est que nous, dans les services qu'on propose chez Brest Cyber, on propose aussi de faire de l'audit. On a un petit côté service payant chez nous. C'est pas notre activité principale, hein, mais sur un peu, on fait quelques services payants. On fait de l'audit de vulnérabilité externe et on s'est dit, bah tiens, vu qu'on s'intéresse à ces domaines, pourquoi on ne proposerait pas un mini-audit des protocoles SPF des KIM des marques et puis leur faire quelques recommandations en finissant par, si tu veux faire du démarque, tu te fais accompagner, il y a des entreprises qui savent faire, donc va avec eux parce que si tu le fais pas, si tu le fais toi en tout cas, tu vas perdre la messagerie, je me quasi ma main coupée. Donc voilà, donc on leur recommande finalement de ne pas le faire. Mais on leur dit surtout, si vous mettez, pourquoi pas, du non au départ, ou un quarantaine avec un petit pourcentage, ou quoi que ce soit, ok, vous pouvez l'assumer, mais par contre, il va falloir surveiller vos rapports. Et comment je fais? C'est compliqué. J'ai bien un site en ligne où tu peux faire rapport par rapport, mais ça va être chiant. Et on n'avait pas trop de solutions à leur proposer. Et là, entre les travaux qu'on a fait et puis nous, ce qu'on propose en interne, on s'est dit, tiens, est-ce que ce ne serait pas le moment de développer un outil qui permet d'afficher en fait les rapports. Donc on a fait, comme toi Régis, on a trouvé des choses en ligne, mais on a eu des contraintes. On a eu des contraintes techniques, je te laisserai les présenter peut-être, ou tu veux que je les présente? Tu peux présenter le... Ouais. Alors les contraintes, en tout cas moi que j'avais imposé à Nathan au départ par rapport à ce qu'on voulait en faire, c'était, on s'est dit, tiens, cet outil, si on l'héberge nous-mêmes, et puis tous nos clients, on leur demande de faire pointer les rapports chez nous, sur notre adresse, comme ça on les récupère aussi, on les met dans notre solution, et ils ont juste un compte sur cet outil, ils peuvent observer leur graphe. Donc je me suis dit, c'est chouette. Mais par contre, si on fait ça, ça veut dire que le client A ne peut pas accéder au rapport du client B ou au dashboard ou quoi que ce soit. Ça, c'était important. On fait quand même de la cyber à la base, donc ça serait con que chacun ait accès au dashboard de l'autre. Donc ça, c'était la grosse contrainte que j'ai imposée à Nathan au départ en disant faut faire faut bien du cloisonnement. Du cloisonnement donc sur la partie airbag, forcément de l'outil, chacun a ses droits là où il faut, mais cloisonnement des données aussi. Donc ça veut dire qu'il va falloir une base de données, un index grosso modo, par nom de domaine, et qu'on soit sûr que ça ne déborde pas. Donc ça, c'était la contrainte que je lui ai donnée au départ. Le dashboard, on n'a pas réinventé la roue, on verra avec les outils qu'il va présenter, mais il était déjà existant, donc on ne s'est pas embêté à créer un rapport. Nous, ce qu'on voulait au départ, on pouvait inquiéter très bien, mais on voulait quelque chose de fonctionnel avec ce cloisonnement. Voilà, oui, alors effectivement, merci Quentin.
En partant de ce cahier des charges-là, j'ai commencé par faire le listing des solutions déjà existantes et j'ai trouvé plusieurs... Nathan est apprenti en cybersécurité chez Brest Cyber. C'est voilà, je suis toute subtilité. Voilà. En école d'ingénieur en cybersécurité. Donc effectivement, j'ai commencé à faire un listing des solutions qui étaient déjà disponibles en open source en ligne et je suis tombé notamment sur 3 projets. Le premier c'est ParseDemart Dockerized, c'est une image Docker qui intègre un module Python qui s'appelle ParseDemart. Bon, je pense que le nom est assez explicite, il va venir regarder le contenu des rapports des marques et les ajouter ensuite dans la base de données qu'on veut, du Elasticsearch, du OpenSearch, peu importe. Un deuxième projet intéressant aussi, c'est ELK des marques. Donc la stack ELK, c'est Elasticsearch, Logstash et Kibana. Donc la personne sur son projet a fait un parseur personnalisé. Il n'a pas utilisé le module Python comme le projet d'avant, mais derrière il importe ça dans Elasticsearch et dans Kibana. Le troisième projet, qui est de loin le plus populaire, c'est Demart Visualizer, qui utilise le module ParseDemart lui également, un conteneur Elasticsearch et le conteneur final Grafana avec un tableau de bord de visualisation. Le problème commun à ces trois projets, malgré leur popularité, c'est que déjà ça fait quelques temps qu'ils n'ont plus été mis à jour, on peut le voir juste ici. Alors, au moment où je dis ça, il y a ce projet-là qui a été mis à jour il y a 16 heures. Il y a 10 minutes. C'est juste une modification du on leur a dit que j'intervenais. Évidemment, il fallait que ça arrive. Mais le principal problème, c'était qu'il n'y a pas de cloisonnement. Chaque instance, donc le combo agrégation des rapports, stockage et visualisation derrière, sont possibles que sur un seul nom de domaine, en tout cas une seule boîte mail en entrée ou un seul dossier dans lequel on va déposer les rapports des marques. Nous, notre objectif, c'était de pouvoir le proposer à plusieurs personnes et de pouvoir faire des contrôles d'accès séparés et du cloisonnement, comme l'a expliqué Valentin. À ça, du coup, j'ai apporté une solution sans essayer de réinventer la roue non plus, parce qu'il y a des projets qui fonctionnent pas trop mal. Et donc j'ai un peu pioché dans chacun des 3 projets que j'ai présentés, notamment au niveau de l'architecture des services qui vont tourner là. Ça utilise le module Python ParseDemart, ça utilise Elasticsearch pour le stockage et l'agrégation la recherche des données, et la visualisation, c'est des tableaux de bord Grafana. Et j'ai même réutilisé le tableau de bord qui est donné en template juste ici. Bon, c'est juste une vieille version de Grafana, mais c'est la même chose. Il y a juste un petit peu de travail d'adaptation. Le vrai travail, ça a été de faire en sorte que tout soit cloisonné correctement et qu'il n'y ait pas de possibilité depuis un compte sur Grafana, de pouvoir accéder aux autres données des autres périmètres. Et ça a été fait grâce à un petit script Python qui va s'interfacer avec le module Python ParseDemart et qui va juste chercher les fonctions qui l'intéressent. En l'occurrence, c'est chercher les rapports dans la boîte mail Outlook, mettre ça, ingérer les rapports, les enrichir avec des données, parce que ParseDemart propose d'enrichir les données en faisant notamment des requêtes reverse DNS pour obtenir l'adresse IP, du coup le pays également, et ensuite stocker ça dans un index sur Elasticsearch. En partant de ça, j'ai pris juste les fonctions qui m'intéressaient et moi j'ai rajouté, en interfaçant dessus, les fonctionnalités de contrôle d'accès basées sur les rôles, puisque Grafana et Elasticsearch proposent tous les deux des comptes utilisateurs qu'on peut créer et du coup du cloisonnement. Sur Elasticsearch, ça se matérialise avec des comptes différents et des rôles qu'on peut associer à ces comptes-là. Et on peut dire à un rôle précis, tu n'as droit d'accéder qu'à ces index-là. Et en l'occurrence, j'ai géré ça avec un préfixe sur chacun des index. Les index, c'est l'équivalent des tables, on va dire, dans une base de données traditionnelle, basée sur SQL notamment, mais dans Elasticsearch. Et donc, il y a la solution finale, c'est qu'il y a un index par utilisateur, avec chacun son préfixe, et chaque utilisateur ne peut accéder qu'aux index qui commencent par leur préfixe défini.
Et ça permet de régler le problème de contrôle d'accès sur Elasticsearch. Et du coup, sur Grafana, on a juste à mettre les identifiants dans une data source Elasticsearch. Et ça fonctionne correctement. Et chaque utilisateur a accès exactement aux données qu'il doit avoir. Du coup, ce qu'on voit aujourd'hui apparaître à l'écran, Nathan, ce sont les rapports agrégés de la zone, enfin des domaines inexistants. Exactement. Voilà. Oui, Déjà, si tu peux un peu nous détailler les résultats. Alors, donc, effectivement, on voit que depuis, alors là j'ai mis, je suis remonté à peu près 60 jours, depuis environ 2 mois, on voit qu'on a reçu au total 29 000 messages et qu'il y a une grande majorité d'entre eux qui ne sont pas alignés sur Dekim, sur SPF non plus, mais il y en a quand même certains qui passent. On va voir ça un peu plus en bas. Et par contre, sur le démarque, il y en a quand même pas mal qui sont pas alignés non plus. On peut voir avec des jolis graphes concrètement sur chaque jour combien de rapports, combien de résultats SPF passent, combien ne passent pas. On a globalement pas mal d'erreurs un petit peu bizarres, du soft fail, ce genre de choses. Même chose pour le Dekim. On a énormément de données. Ce que je disais tout à l'heure, l'enrichissement des rapports que fait le module parse-démarque, il permet de définir de quel pays d'origine vient le mail. Donc on a tous les pays d'origine. Et ce qui est bien avec Grafana, c'est qu'on peut, j'essaie de élargir un petit peu là. Ce qui est bien avec Grafana, c'est qu'on peut très facilement filtrer certaines valeurs. Et notamment, on voit ici, il y a un domaine qui représente énormément de messages. Et donc si jamais on veut le filtrer pour obtenir les données juste sur ce domaine-là, à ce moment-là, on peut cliquer sur ce bouton-là et ça va marcher. Mais moi, je vais plutôt faire l'inverse. Je vais enlever le domaine des résultats finaux. Et on peut voir que là, l'alignement SPF et Dekim, en fait, on est à 100% de fail. Donc c'est ce que disait tout à l'heure Régis, merci. Il y a énormément de domaines qui sont invalides et avec des noms de domaines aléatoires et qui n'ont pas vraiment de sens. C'est un peu l'équivalent de ce qu'on voit dans les PDTLD, c'est-à-dire des extensions que vous pouvez acheter pour 1 euro, voire quelques centimes, et qui utilisent des noms de domaines un peu bizarres comme celui-là. Alors ce sont des domaines existants et qui sont utilisés pour faire du spam. Et on retrouve du coup la même chose pour des domaines inexistants. Ça veut dire. Et puis qu'on n'a pas moins cher. Bah oui, tout à fait. Donc c'est l'avenir. Ça dépend de quel point de vue on se Ouais, c'est ça. C'est gratuit, c'est pas cher. Je me permets, mais Ouais. pourquoi le SPF passe? En fait, si c'est des domaines qui n'existent pas, j'arrive pas très bien à comprendre. Alors le souci, c'est que je n'ai pas fait d'investigation là-dessus. Effectivement, ce serait à creuser. Ouais, mais là, c'est justement, ouais, aubin-transport.com, je sais pas, Marc, si tu as fait des investigations là-dessus. Moi, j'ai eu du mal à comprendre pourquoi le .com apparaissait dans le résultat, mais à mon avis, je sais quelque part. Je sais pourquoi. C'est une erreur de config, oui. C'est une erreur de configuration chez aubintransport.com. Okay. En fait, le underscore, si on fait une requête TXT pour underscore-démarque.aubintransport.com, il y a on tombe sur un CNAME, c'est un alias vers, je crois, un aubintransport.bzh. En tout cas, un nom de domaine en .bzh qui n'existe pas. Et donc, ce qui se passe, c'est que la politique des marques pour aubintransport.com devient la même politique des marques que celle qu'on applique au domaine .bzh qui n'existe pas. Donc, par ce CNAME, on a un peu piraté, si j'ose dire, leur démarque. Là, piraté, on fait une délégation. Ouais, en fait, ils ont fait une délégation. Alors, c'est pas une délégation, parce que délégation pour moi c'est entrée NS, mais ils ont fait un alias, un CNAME, qui pointait en l'air, qui pointait vers rien, sauf que on a remplacé ce rien par un wildcard synthétisé. C'est pour ça qu'on a reçu des politiques des marques pour ce domaine qui existe, aubintransport.com. Alors il me semble aussi, on les a prévenus qu'ils avaient cette erreur de configuration. Et est-ce qu'à ce jour, ils ont encore ce problème? On va aller vérifier.
pour Euh, le dernier blocage général. Barre de transport avec il y a un S à transport, je ne me rappelle plus. Là, c'est. S'il y a un S, il y a un seul SPF. Ouais, Si tu raccourcis. Transport avec un S, oui. Ouais. Ouais. Bah voilà, il y est toujours le CNAME. La cible du CNAME, c'est aubin.transport.bzh. Et en fait, transport.bzh n'existe pas. n'est pas enregistré. C'est D'où, On peut le vérifier avec AirDAP ou Wiz d'ailleurs. AirDAP ou Wiz transport.bzh. Ça me donne 404. Ça n'existe pas. Donc, à l'époque de l'expérience, ça aurait synthétisé le Walker. Et moi, en fait, je me suis posé la question s'il y avait, parce que notre rôle, c'est voir la malveillance. Et en fait, je me suis dit, est-ce qu'il y a une malveillance utilisée à travers ce nom de domaine ou quoi que ce soit? Et en fait, en observant les graphes, j'ai compris qu'il n'y en avait sûrement pas. Et à votre avis, pourquoi? La nuit. Parce que c'est vert. Ça dort les week-ends. En fait, les pics bas, c'est les week-ends à chaque fois. Donc il n'y a pas d'activité, il n'y a pas de messagerie les week-ends. Donc on est sur une activité de travail à peu près normale. Où j'ai redescendu un peu la criticité. Le DEFCON 3. Et voilà. Mais voilà, comme quoi, des fois, c'est pas mal d'avoir des visus un peu de ce genre-là aussi, pour observer ce genre de comportement. Et c'est, j'anticipe peut-être vos propos côté Brest-Cyber, c'est pour nous aussi des enjeux par rapport à la zone de nom de domaine, de pouvoir commencer à réfléchir à des services entre guillemets de supervision. Alors quand il y a un problème sur un nom de domaine, de pouvoir aussi alerter en disant on constate un souci et on vous renvoie du coup vers les experts, les entreprises ou Brest-Cyber qui peuvent opérer, mais de penser aussi toujours la zone de nom de domaine comme une zone sécurisée sur laquelle on va proposer des services de monitoring pour pouvoir interpeller aussi les titulaires de nom de domaine ou les entreprises qui les accompagnent pour les accompagner au mieux et avoir ainsi un écosystème qui soit sûr, performant, avec aussi en Bretagne des enjeux en matière de cybersécurité où on porte le fer de lance au niveau national et continuer dans ce récit à proposer quelque chose de très solide en point BZH. Voilà, et donc d'où l'enjeu avec Valentin et Nathan de pouvoir proposer aussi des outils. On pense notamment dans un premier temps aux collectivités, c'est un premier pas en open source pour amener potentiellement, s'ils ont plus de demandes, vers des solutions. Redshift en propose, notamment, on a donc d'autres entreprises qui peuvent proposer d'autres niveaux de services, mais on a ce souci aujourd'hui pour répondre aux menaces de commencer à superviser, installer bien sûr une politique des marques, parce que pour superviser là, il faut implémenter du démarque et de pouvoir proposer cela donc à la communauté. On a l'enjeu de démarque bis, et oui. Régis aussi. Je sais pas si tu peux en dire bien sûr, on peut en passer sur on bascule sur. On passe, tu peux la repasser de l'autre côté, je sais pas. Le câble est assez long, je ne sais pas. Ouais, non, il est trop court le câble. Ok, l'avenir c'est quoi? C'est que en fait finalement Démarque ça a plus de 10 ans, ça a certaines limitations, bon c'est bien, ça fait déjà des choses, mais finalement il y a des travaux en cours qu'on appelle Démarque bis, avec une sortie de Démarque bis dans quelques temps. L'idée c'est qu'après 10 ans d'utilisation, on a vu en fait un ensemble de limites de Démarque. Premièrement, ça dépend de ce qu'on appelle la liste externe publique, la PSL. La Public Suffice List. Donc les extensions, quand on veut chercher ces extensions, ils cherchent dans la PSL. Alors aujourd'hui, la PSL qui est gérée par Mozilla, elle est relativement complète. Mais elle est relativement, je vois des têtes bouger, mais quand on a ouvert le point BZH il y a 12 ans, etc., la PSL n'a pas été tout de suite mise à jour. Et puis là, donc la difficulté de trouver des domaines de premier niveau, il faut se dire que l'année prochaine, à partir de 2026-2027, on va avoir des nouvelles extensions. Il faudrait que la PSL soit mise à jour. Il faudrait que la PSL soit mise à jour pour les sous-domaines, les domaines de troisième niveau, etc. Donc cette notion de PSL, vous allez voir que Démarque bis apporte une solution technique qui, de mon point de vue, et moi je suis beaucoup moins expert que mon voisin, mais de mon point de vue me semble tout à fait intéressante. Et donc effectivement pour trouver ces sous-domaines c'est compliqué, Démarque a vraiment des limitations là-dessus. Tu peux passer au suivant s'il te plaît ? Donc du coup Démarque a des grandes évolutions, c'est-à-dire que premièrement alors on définit des nouvelles notions, il y a un peu de nouvelles notions en termes de, on va dire de terminologie. Premièrement, il y a un vrai travail qui est fait, à l'IETF pour travailler plus en profondeur sur les évolutions de Démarque.
Du coup, en fait, on a les modes. Alors, j'ai entendu le mot tout à l'heure de monitoring mode, qui n'était pas le terme officiel de Desmarques, mais qui est celui de Desmarques bis. Donc ça tombe bien, on l'a déjà cité tout à l'heure. C'est le P égale known, qu'il ne faut pas faire, c'est mal. Donc oui, il faut vraiment aller vers du quarantine relax, ce qu'ils ont appelé maintenant l'enforcement mode. Enforcement mode, in French et in the text. Et puis, en fait, ils ont changé un peu la structure. Donc l'idée, en fait, c'est d'avoir un renforcement de définition, mais surtout le remplacement de la public suffice list par un algorithme qu'on appelle le DNS tree walk, pardon. C'est-à-dire pouvoir parcourir l'arbre de résolution du DNS pour sortir de la racine vers le nom de domaine, le sous-domaine, etc. Et donc cette notion-là va permettre deux choses. Premièrement, c'est forcément à jour puisque ça se base sur la structuration du DNS. Deuxièmement, ça va permettre de pouvoir faire de l'héritage et donc de pouvoir mettre à différents niveaux des règles, de pouvoir dire je veux une règle sur tout le .fr, ok. Par exemple, tout ce qui n'existe pas, je le dégage, je fais un reject. Bon. Mais en dessous, ce qui existe, chacun va pouvoir définir ses politiques et on va avoir vraiment ça va permettre de paramétrer plus avant tout ce que l'on a au niveau des politiques, au niveau des marques. Et là, on va avoir vraiment plus de granularité et ça va permettre d'aller beaucoup plus loin là-dessus sur la notion de sous-domaine. On a des tags aussi qui évoluent. Il y a un tag qui va arriver, justement, qui est pratique, qui est le tag NP, que j'aime bien moi parce que ça va être une politique qu'on va pouvoir mettre sur les sous-domaines inexistants. Et pas juste les domaines au niveau de la racine du domaine de premier niveau, mais les sous-domaines inexistants. On va pouvoir mettre des politiques aussi, principalement j'imagine de rejet, parce que le principe... Bonjour. Le principe du non-existant, comme on l'a vu tout à l'heure, on se rend compte qu'il y a quand même des choses, qu'il y a quand même des utilisations abusives, et donc l'idée c'est de pouvoir plus sécuriser ces choses-là, et de pouvoir en fait aller plus loin avec des nouveaux tags. Alors je les ai plus tous en tête, mais il y a PSD, il y a T aussi pour le mode testing, en disant on veut avoir un mode test qui est un peu comme le P égale known, mais qui permet en fait de ne pas faire vraiment d'action et d'avoir des rapports plus complets pendant une phase de test. Il faut toujours se méfier sur ce genre de choses, et c'est ça qui peut faire peur parfois, c'est qu'on se dit oh là là, mais il va y avoir des nouveaux, ça va tout casser, si je ne reçois pas mes mails, c'est embêtant. Donc du coup, voilà, on a des reportings qui vont être plus structurés également, qui vont être plus détaillés. Bon, ça sera toujours du XML, donc merci d'avoir des outils pour nous permettre de lire le XML, et merci d'avoir des outils qui permettent vraiment de lutter, parce que là on a parlé d'outils et le boulot de Nathan est génial, il va bien plus loin que le petit que nous on a mis en place et c'est super, mais il y a des vrais outils, il y a des vrais éditeurs aujourd'hui qui ont des vraies solutions pour lutter, parce que on sait que le mail, c'est un vrai vecteur de menace. On a différents vecteurs de menace, mais on sait que le mail c'est quand même un des plus gros aujourd'hui, quoi. Suivant. S'il te plaît. J'avais une question. Oui. Pour remplacer donc la liste. La public suffice list, ouais. Sur Mozilla, ça va aller regarder quoi, un serveur racine. C'est ça. Ça va descendre du racine avec la hiérarchie de l'arbre en fait. On modifie, pour être plus exact, on modifie l'ordre dans lequel on cherche une politique des marques. Donc historique. Donc jusqu'à maintenant. L'ordre de recherche, c'est d'abord le domaine exact, puis le domaine organisationnel. Alors, le domaine organisationnel, c'est le domaine qu'on a enregistré auprès d'un bureau d'enregistrement, auprès d'un registre. Et c'est pour ça qu'on a besoin de la public suffix list. C'est qu'on cherche le suffixe le plus long dans la public suffix list, on ajoute un label et on a le domaine organisationnel. Donc, un exemple, c'est j'envoie depuis dgfi.finance.gouv.fr voilà, le mail qui dit les impôts, voilà, vous avez un nouveau document sur votre espace pour les impôts. Le domaine organisationnel dgfi.finance.gouv.fr, c'est pas gouv.fr, c'est finance.gouv.fr. Parce que gouv.fr apparaît dans la liste des suffixes publics. Avec des marques 10, on s'affranchit complètement de la public suffix list parce que pour toutes les raisons que Régis a déjà détaillées auparavant. On cherche d'abord au domaine exact. Si on ne trouve pas, on enlève un label, on garde les labels, et en fait on remonte l'arborescence. Donc on cherche d'abord à dgfi.finance.gouv.fr, ensuite à finance.gouv.fr, puis à gouv.fr, puis à fr. Et on s'arrête si on trouve une politique des marques à un de ces noms-là. Ok. Alors,
C'est de rassurer la salle. N'ayez pas peur. Déjà, Dmark bis ne va pas casser Dmark. C'est-à-dire que tout ce qui est fait aujourd'hui, quand on va passer à Dmark bis, on ne sait pas encore exactement quand, mais le jour où ça va arriver, tout ce qui est fait en Dmark continuera à fonctionner. Donc les enregistrements Dmark, le protocole il reste le même, SPF, DKIM ne bouge pas actuellement. Enfin, ils vont évoluer, certainement qu'ils évolueront aussi, parce qu'on va bien les faire évoluer un jour quand même, parce que c'est pareil. Peut-être DKIM, il y a des DKIM. SPF, je ne suis pas sûr, mais DKIM, je pense qu'à l'IETF, il continuera à évoluer. Mais déjà, tout ça va continuer à fonctionner, ce qui est quand même une bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'on peut même anticiper en se disant aujourd'hui, on peut déjà mettre des choses de Dmark bis, et comme ça, on peut même se préparer en se disant le jour où ça va être actif, ça sera déjà en place. Passe au suivant. Ouais. Merci. Mais par contre, il faudra faire quelques évolutions. Donc, je disais, il faudra adapter progressivement les bonnes pratiques, vérifier comment le nouvel algorithme de TreeWalk, justement DNS, s'applique bien aux domaines et sous-domaines, pour être sûr que si on a des multimarques, des architectures complexes, ça en est bien arrivé. Et c'est pour ça que le flag test est intéressant, parce que ça va permettre de pouvoir faire pas mal de tests avant de tout mettre en production. Donc tirer parti de ces tags, c'est exactement ça. Et puis mettre à jour les outils de reporting, parce qu'en fait, les rapports vont être plus complets, vont être plus complexes. Et donc il faudra de toute façon mettre à jour toutes ces choses-là. Mais l'idée, cet enjeu, il est vraiment important, c'est avoir une solution technique qui est plus robuste et qui est standardisée. On reste sur du standard. On a un IETF aujourd'hui, on va passer de 1 RFC à 3 déjà. Il va y avoir 3 RFC différentes pour des marques bis. Une pour les rapports, une pour les façons dont il y a TreeWalk, une pour les façons dont ça fonctionne en termes de syntaxe. Et du coup, on a une vraie solution normalisée et standardisée. Donc, pour conclure, ce n'est pas une révolution des Dmark bis, mais c'est surtout une évolution qui est très structurante. Donc, il y a ces trois éléments, ces trois documents, ces 3 specs IETF dont je parle, qui sont en état draft bien avancé maintenant. Alors, j'ai pas de date. Ne me demandez pas une date de sortie officielle de Dmark bis, je ne l'ai pas. Je ne sais pas si quelqu'un autour de la table là, moi je ne l'ai pas. Le nouvel algo de découverte pour remplacer la PSL, ça c'est quand même le point majeur de Dmark bis que tout le monde attend. Les tags et le reporting qui sont modernisés, et puis surtout une compatibilité avec les enregistrements existants. Donc n'hésitez pas à préparer Dmark bis, et n'hésitez pas surtout, ça va être mon mot de fin, n'hésitez pas à faire du Dmark, ça sert vraiment à quelque chose. Merci, Régis. Je sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Je sais pas, voilà. Peut-être une ouverture pour la suite, et en plus comme j'ai de l'AFNIC, ça me permettra de passer mon coup de gueule et d'espérer de faire bouger un peu aussi les lignes. Dites-moi si je me trompe. Dites-moi si je me trompe, mais les serveurs serveurs de messagerie qui réceptionnent n'ont pas obligation d'appliquer la politique Dmark qui est en face. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on voit, c'est on a beau tous mettre du Dmark, si on n'a pas aussi on ne met pas aussi en œuvre cette obligation d'aller respecter la politique Dmark qui a été définie par le domaine expéditeur. Finalement, il y a quand même toujours un trou dans la raquette, même avec la meilleure des protections en reject ou quoi que ce soit. Donc il y a peut-être quelque chose à pousser aussi dans ce sens-là par la suite, en obligeant l'application de Dmark. Si je peux me permettre juste de répondre, je suis tout à fait d'accord avec toi, Valentin. C'est exactement le même sujet que DNSSEC. DNSSEC, si la chaîne de protection de DNSSEC elle n'est pas faite à tous les niveaux de la chaîne, elle ne sert à rien. Et aujourd'hui, on est à 20% de domaines signés en .fr avec DNSSEC, mais tout le monde ne signe pas, et les sous-domaines ne sont pas forcément signés, et ça ne signe pas chez les résolveurs, et ça ne vérifie pas. Non. Et ça ne vérifie pas, pardon, excuse-moi, et du coup, ça ne sert à rien. Et la sécurité, c'est pareil, c'est quelque chose, parce que j'ai une deuxième casquette, moi je suis également le président du groupe de cybersécurité en fait, des registres nationaux au niveau de l'ICANN. Le message qu'on parle en disant, c'est la sécurité, c'est pas le jour où il y a un problème qu'il faut se réveiller. Donc c'est comme les assurances ou la ceinture de sécurité, on peut dire que ça sert à rien, mais il faut toujours le faire, il faut essayer de le faire au maximum, parce que sinon, le jour où il y a un problème, après, il y a souvent des graves conséquences. Mais on va garder du positif dans cette salle. On remarque simplement que le taux d'adoption du Dmark, il a déjà fortement cru, entre guillemets, depuis 2 ans, depuis l'annonce de Google, à Yahoo d'abord, et puis alors depuis le mois de mai avec Microsoft, il y a eu un vent de panique, où les sociétés sont toutes dit faut qu'on fasse quelque chose parce que nos mails ne vont pas arriver. Et quel que soit le niveau d'envoi d'email, bien sûr. ils sont tous posés la question. Quitte à mettre du plus égal-là, mais au moins déjà commencer par authentifier ces emails, c'est déjà un premier point, parce que
SPF, oui, mais alors DKIM, loin. Très, très loin. Très, très loin. Surtout que SPF et DMARC, ça c'est basé sur quelque chose qui est robuste, qui s'appelle le DNS, qui fonctionne bien. DKIM aussi. Ouais, il y a du travail, on va rester optimiste. Faire un peu de Mais voilà, il y a un gros travail, on espère. C'est même pas les certificats. À votre niveau aussi, pouvoir être comme nous, porter voilà, ces enjeux auprès de vos clients de l'écosystème. Une dernière question, Sébastien? Oui, la question, qu'est-ce que... Je pense que vous en parlez au niveau des CCTLD, de ces histoires-là. Est-ce qu'il y a un travail qui est fait aussi du côté du GNSO médical et ça vaudrait le coup aussi d'en parler à large parce que c'est un sujet, le DNS News, qui est dans les, au GAC d'ailleurs, qui est dans les mains de tout le monde, mais je pense que tout ce que vous racontez là n'est connu de personne dans ces cercles-là. Alors on a essayé d'étendre le cercle un peu cette année, Sébastien, à Dublin lors de l'ICANN, puisqu'en fait on a fait toute une présentation de ces choses-là au Tech Day. Le Tech Day, ça, c'est pas juste la communauté technique des CCNS, enfin c'est CC, G, mais par contre, si à Mumbai on peut aller à At-Large faire une présentation de ça, c'est avec grand plaisir. La présentation est prête, on peut... Elle est déjà prête en anglais. On a un outil à préparer. Voilà. Non, mais je suis d'accord avec toi. Ça, et je pense qu'il faut aussi avoir comme objectif le GAC aussi. Oui. Je pense que ça vaut le coup. Tout à fait. At-Large, je vais faire en sorte que ça se fasse. Le GAC, Je te fais confiance. Ok. Super. Merci. Merci. Eh ben, merci à vous. Bon, on est bon pour les causes. J'ai fait chier.